Cet épuisement moral de dire j'ai plus envie. Au bout de 2 mois, on m'a découvert un cancer. Une voiture, on fait un contrôle technique. Il faudrait faire pareil pour nous. D'accord. Qu'est-ce que vous diriez face à cette attitude? On préfère aller boire un after work, plus sympa. On va boire un coup. C'est rigolo, c'est sympa. Vous pouvez faire toutes les chimies du monde, tout ça. Si dans votre tête vous brassez du négatif et que voilà, vous avez des chances, fortes chances de refaire des rechutes. Le psychothérapeute et psychiatre Viktor Frankl travaillait presque exclusivement avec des patients suicidaires avant d'être envoyé en camp de concentration pendant la Seconde Guerre mondiale. Quand auparavant, il avait vu des patients libres qui voulaient mourir, il était maintenant au milieu des personnes emprisonnées qui, en dépit des pires conditions qu'on puisse imaginer, se battaient pour survivre. Dans une telle situation, quand il ne nous reste plus rien, disait Frankl, on doit faire plusieurs choses. Considérer son sort avec un froid détachement, développer des stratégies pour survivre, trouver une raison de vivre pour les minutes qui viennent et pour le reste de sa vie. Si on trouve un but, non seulement on survit, mais on progresse en tant qu'être humain. Il disait que, quand on est confronté à la souffrance ou à l'angoisse, on doit s'engager dans la situation, sachant qu'on est toujours libre de choisir au moins une chose. Son attitude vis-à-vis de la situation. En décidant du sens qu'on va lui donner, cela permet de transformer les défis en accomplissements. Bienvenue dans notre podcast Attitude, podcast du service STEP, le premier service de santé au travail des entrepreneurs par la prévention en France, en Belgique et en Suisse. Je suis Iris Ramos, je suis psychologue du travail, présidente et fondatrice du service. Bienvenue dans notre nouvel épisode. Nous voilà dans le 5e épisode du podcast Attitude, le podcast du service STEP. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Alexandre Emelin, qui est dans l'Est et qui nous a été recommandé par Virginie Puel, notre directrice dans cette zone. Alexandre, je veux bien que vous puissiez vous présenter, que vous puissiez nous expliquer votre parcours. Qu'est-ce que vous faisiez avant? Qu'est-ce que vous faites aujourd'hui? Bonjour Iris, effectivement, pour expliquer ce que je fais aujourd'hui, effectivement, je gère une conciergerie depuis maintenant 2022. J'ai en gros passé dans l'immobilier. Je gère cette conciergerie et j'ai d'autres activités pour de la création d'événements networking et surtout travailler sur les événements autour de la santé. Voilà. Donc je crée des tables rondes. J'en ai créé une en Alsace, j'en ai créé une autre dans les Vosges pour faire échanger effectivement tous les dirigeants autour de la problématique de la santé, sachant que moi depuis la création de mon entreprise, j'avais revendu une entreprise et j'ai donc en recréant une autre entreprise, au bout de 2 mois, on m'a découvert un cancer, donc et on est parti dans toute cette phase à la fois diagnostic, à la fois traitement, opération, traitement. Donc voilà, des années compliquées en gérant une SAS et malheureusement, moi pour le coup, je n'avais pas pris de prévoyance. Donc je me suis retrouvé un petit peu tout seul. En ayant monté une SASU, forcément, j'avais pas d'associé à l'époque, donc c'était un petit peu compliqué. Et donc il fallait un peu gérer entre la vie pro, perso et toutes ces obligations que rencontre finalement un créateur, on va dire ça comme ça, d'entreprise. Et vous aviez quel âge au moment du diagnostic? 43 ans. 43 ans, voilà, quelque chose de bête. Une découverte simple, je rentrais pas dans le listing de ce type de cancer, pour le coup, parce que j'étais pas fumeur. J'avais un peu moins de poids, donc un peu plus sportif, n'est-ce pas? Et donc pas exposé à des produits pétrochimiques. Et en 43 ans, c'est un cancer normalement qui touche les personnes de plus de 60 ans. C'était un cancer de quoi exactement? C'est un cancer de la vessie. Cancer de la vessie avec des récidives qui sont venues par la suite. Une découverte soi-disant d'une infection urinaire qui traînait comme d'habitude. Et traitement, on y passe, on y croit. Et puis finalement, on se dit on a 43 ans. Le médecin vous dit à 43 ans, c'est pas possible d'avoir un cancer. Impossible. Donc voilà. Et puis j'ai eu cette chance d'avoir une interne qui était là, qui elle, pour le coup, était consciencieuse
et m'a préconisé d'aller voir un urologue, a tout fait pour que j'en rencontre un. Et du coup, résultat des courses, le diagnostic malheureusement a été positif. Bon, très positif dans le sens que je l'ai découvert à temps, on va dire ça comme ça. Donc c'est vrai que personne n'est à l'abri. Enfin, j'ai été le premier à être comme tout le monde, hein, à penser que ça arrive qu'aux autres. Voilà. Donc voilà, tout s'écroule, le château de cartes, les projets. Enfin bon, bref, c'est une spirale totalement négative. Ce qui est le plus compliqué, c'est de garder le psychologique. Et là, je peux, en toute sincérité, au bout de même maintenant, on est en 2025. Ça reste toujours une phase où j'ai pas encore malheureusement pas passé toutes ces étapes, on va dire, de reconstruction. Quand on est salarié, bon, on se met en arrêt maladie, on a quand même des employeurs, des collègues, on a pas mal de choses. Sauf que quand on est indépendant, bon ben, même que c'est une société, on a des salariés, donc on doit être au top du top, n'est-ce pas? Donc moi, je me suis vu animer des réunions en networking le matin et l'après-midi faire de la chimio. Donc voilà, c'est dans le psychologique. Donc voilà, voilà, voilà. Et donc l'année dernière, en networking, j'ai rencontré une personne idéale, donc Virginie. Et donc effectivement, ça m'a permis de découvrir aussi d'autres activités, ouais, qui existent dans l'accompagnement. Au niveau de l'activité que vous aviez à l'époque, c'était une conciergerie immobilière. C'était cette activité-là qui démarrait, c'est ça? Et oui, 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 on va dire, moi, je faisais de l'immobilier classique, j'étais développeur de franchise et j'ai stoppé, j'ai créé une première conciergerie, donc une conciergerie de service pour répondre en zone rurale, on va dire ça comme ça, partie d'une grande ville pour aller sur la zone rurale et donc répondant à tous les besoins que un particulier aurait besoin. Donc ça veut dire chercher un artisan, répondre à un besoin administratif et ainsi de suite. Cette conciergerie, je l'ai revendue et j'ai voulu absolument faire une conciergerie privée, ayant travaillé dans la partie plus luxe, le pan un peu plus luxe de l'immobilier. Et malheureusement, effectivement, oui, c'est une activité qui prend beaucoup de temps parce que la gestion du Airbnb, la gestion du client, il faut être constamment disponible. Dans ce modèle économique, normalement, vous êtes disponible 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, on va dire ça comme ça. Donc, c'est vrai que le temps de repos, c'est compliqué. Et c'est là où on découvre effectivement que la double peine, on va dire ça comme ça, c'est toute la vision que ressentent les personnes quand vous leur annoncez ça, que vous avez un problème. Vous êtes censé être sans problème, on va dire ça comme ça. Donc ça veut dire qu'à la fois, vos clients, eux, ils en ont rien à faire, ils veulent pas savoir que vous êtes à l'hôpital ou quoi que ce soit, donc eux, ils ont une question, il faut une réponse. Vous avez votre comptable qui, lui, vous envoie la facturation, donc lui, ça, c'est pas un problème non plus pour lui. Et puis, vous avez aussi vos salariés qui, pour le coup, sans faire impair, vous êtes le patron méchant, donc forcément, vous n'avez pas le droit d'être malade, vous, pour le coup. Ça, c'est un pas de chance. Voilà. Et puis, vous avez la famille, eux, qui comprennent pas parce que pour les trois quarts, eux, ils ont été dans le salariat. Donc, c'est vrai que pour le coup, on va chez le médecin, soit en arrêt maladie, puis personne vient vous embêter. Vous recevez plus de mails, vous recevez plus de téléphone, d'appels téléphoniques. Là, pour le coup, voilà. Moi, un exemple juste, un exemple. À la suite de ma première opération, j'ai rallumé mon téléphone pour appeler mon épouse. Et j'ai un client qui m'a appelé. Bon, lui a été plus rapide que mon épouse, n'est-ce pas? Et lui, c'était pour me parler qu'il y avait la problématique d'un de ses voyageurs dans le Airbnb qui avait fait des dégradations, tout ça. Je peux vous laisser imaginer que quand vous sortez du pôle opération, encore à moitié à côté, voilà, deux solutions, soit on répond pas, soit on y répond. Donc moi j'ai répondu, mais ça m'a pas valu plus de remerciements ou quoi que ce soit. Donc c'est là où c'est la double peine. Voilà. L'humain. Vous aviez aucun antécédent, aucun signe annonciateur Non. de ce cancer. Est-ce que le corps médical vous a un peu donné d'explications de comment, pourquoi, enfin, est-ce que vous avez eu un peu d'infos sur les possibles origines de ce cancer? Si vous posez pas les questions, vous les avez pas, d'accord? Moi, en contrepartie, à côté, est-ce que c'est ça, est-ce que c'est pas ça? On pourrait considérer que c'est du placebo et ainsi de suite. Via les réseaux, j'ai rencontré des gens qui commercialisent
de la microalgue, tout ce qui est aphanine, oméga 3, voilà. Donc ça, j'ai traité et ils m'ont donné un maximum d'informations sur tout ce qu'on retrouve sur les sites internet type type américain ou chinois, effectivement, de ces propriétés chimiques. En dehors de ça, en corps médical, en termes général, aucun accompagnement. J'aurais tendance à dire, c'est comme partout, c'est que quand vous avez du caractère et que voilà, bon, vous n'êtes pas en train de pleurnicher sur votre sort, il y a personne qui est là pour vous écouter. Malheureusement, ce qu'on déplore, c'est que les gens ne savent pas écouter. Ça veut dire ne savent pas anticiper, vous écouter, vous comprendre. On cherche pas à vous comprendre. Il faudrait toujours celui qui pleure, qui pleurniche, qui vient, on va dire, à exposer toujours son problème. Lui, on va l'écouter, on va lui donner un peu de compassion, tant soit peu. Mais la personne qui donne pas on va dire, de signaux faibles ou de baisse psychologique, ben elle, ben non, elle n'est pas impactée. On n'a pas besoin de passer du temps à lui demander, ne serait-ce que comment ça va et ainsi de suite. Maintenant, c'est là on découvre, comme je disais tout à l'heure, la double peine, parce que quand vous êtes dans une situation comme ça, l'objectif c'est pas effectivement qu'on s'apitoie sur vous, ça sert à rien. Des fois, dans les moments de solitude, de difficultés psychologiques, on va dire ça comme ça, rencontrées, ben, ne serait-ce que d'avoir un message, salut, ça va, ou d'aller boire un café, ou voir rencontrer des gens qui vous amènent du positif dans la vie, ou qui tout se fait une écoute, ben ça, comment dire, ça n'a pas de prix. Parce que finalement, on s'aperçoit que non, il y a personne qui vous écoute, quoi. Combien de temps ça a duré, la période de traitement, de convalescence pendant laquelle vous pouvez pas travailler ou pas trop travailler, ayant pas de prévoyance, vous n'êtes pas payé pendant ce temps-là. Combien de temps ça a duré? Ben moi, c'est pas compliqué, c'est la période entre les récidives et bon, moi j'ai eu cette chance, j'espère que ça va continuer. J'ai eu cette chance, d'avoir été pris à temps et même sur les récidives, d'accord. Donc d'être sur un grade de départ, un premier grade qui évite la prolifération des cellules dans les muscles, dans la partie musculaire et de partir à droite à gauche. Donc ça, pour le coup, j'ai eu cette chance. Bon, le traitement, lui, a été en plusieurs étapes. J'ai eu un traitement qui était, on va dire, donc qui a permis effectivement d'avoir moins d'effets secondaires. Hein, faut pas se voiler la face. C'est vrai que voilà, mais néanmoins des fatigues et autres, voilà. Mais le problème, c'est que en étant bloqué dans une certaine situation, vous travaillez plus, mais vous êtes quand même encore obligé de travailler, quoi. Parce que malheureusement, c'est soit vous éteignez tout, et là, le problème, c'est que ça devient compliqué. C'est-à-dire que tous les sacrifices que vous avez faits, toutes les économies, tout ça. Avec le recul, j'aurais mieux fait de mettre tout en stand-by et rouvrir après. Je me suis raccroché finalement à ça en me disant, c'est ce qui va me faire tenir. C'est vrai que la famille aussi, hein, quand vous avez des enfants bas âge, vous pouvez pas montrer de signaux faibles. Mais c'est vrai que l'après-coup vient seulement maintenant. Vous voyez, ces efforts de concentration, tout ça là, ça devient de plus en plus. C'est là, je veux dire, les 2 ans, je les paye seulement maintenant, il y a quelques mois. C'est-à-dire de toute cette fatigue psychologique, de tout cet épuisement moral, de dire j'ai plus envie. Des fois, j'ai plus envie, j'ai plus voilà. Et au niveau de ma société, on va dire, ce qui est assez flagrant, c'est que j'arrivais à plus tenir la barque quand j'étais malade, quasiment aujourd'hui. Depuis Parce qu'il y a quelques mois. l'après. Il y a l'après Ah ouais, qui... là, mais c'est une catastrophe là, hein, exact. Comment ça va aujourd'hui? Ah, ça va, enfin, si on a connu meilleur. Physiquement, bien, on va dire. Je suis toujours suivi, hein. Là, d'ailleurs, dans quelques semaines, enfin, dans 2 semaines, j'ai un suivi. Mais physiquement, oui, c'est plus le côté psychologique qui est le plus dur, effectivement, à passer, quoi. Voilà. Parce qu'on a eu peur de mourir, parce que on n'a pas eu le temps de récupérer, parce que on n'est pas des surhommes, des surfemmes, et qu'on a besoin de temps pour digérer. 2024, j'ai stoppé une partie de ma conciergerie et j'ai j'ai accompagné dans la partie networking parce que finalement je m'étais isolé. Ça veut dire j'avais besoin de rencontrer du monde, tout ça. Donc j'ai passé de 2024 à 2025 à développer certains networking en parallèle de ma société. Bon, pour finalement preuve en est que
C'est pas forcément une des meilleures solutions parce que c'est beaucoup plus chronophage. On pense se raccrocher à des personnes, mais c'est pas forcément des vraies zones d'échange, d'accord? Parce qu'aujourd'hui, malheureusement, on veut plus partager le problème des autres parce qu'on a tellement peur que ça nous impacte nous. À l'issue, comme j'expliquais tout à l'heure, j'ai rencontré effectivement Virginie, que j'ai rencontré à travers les réseaux. Elle est venue se greffer à un premier événement qui s'est passé à Strasbourg, où je la remercie parce que c'était une de mes plus grosses communicantes et qui a fait le plus fort taux d'impact, qui avait un peu une idée, une copie de ce qu'avait organisé la Ligue contre le cancer dans les Vosges. C'est-à-dire, je me suis dit, pourquoi pas organiser un événement? J'organise des tables rondes autour de l'immobilier, pourquoi pas faire autour de la santé et faire partager, sans forcément m'apitoyer ou exposer moi ma problématique, non. C'est de construire une table ronde, un échange, amener à la fois des professionnels et à l'amener à la fois des gens qui veulent témoigner, qui expliquent leur parcours. Parce que moi, pour le coup, j'ai pas été informé et on s'aperçoit que les informations sont quand même compliquées à faire passer. Et ce qui est assez impressionnant, c'est qu'à la fois on a des organismes, je prends le cas, certains organismes, je prends le cas sur la dernière table ronde que j'ai organisée dans les Vosges, les organismes qui sont censés donner l'information sont pas très réactifs ou sont pas très enclins. Voilà. De l'autre côté, on a ces entrepreneurs qui sont des invincibles. Ça n'arrive qu'aux autres et qu'aux faibles. Voilà, il y a que les faibles qui s'expliquent. Voilà. Et donc, on retrouve une petite partie de la population qui elle est fort intéressée. Mais je prends le cas là où c'est assez aussi flagrant, c'est au lieu d'unir sur un sujet qui est ultra important et enlever ce côté commercial. On est tous commerciaux, on vit, on développe des business, on est tous là pour faire du commerce. Ça, il n'y a pas de souci là-dessus. Là où je déplore que ça soit dans les Vosges encore plus dans les Vosges, parce que là on a une contrainte qui est qui va dire électoraliste ou voire autre. C'est tout le monde essaye d'être celui qui va organiser l'événement. Voilà, c'est pas moi qui organise, donc ça m'intéresse pas d'y participer. Non, ça, je trouve ça, c'est petit, parce que le sujet de la santé, c'est un sujet qui touche tout le monde. Celle de Strasbourg était verrouillée à la partie entrepreneuriale. Celle des Vosges, celle de Strasbourg était portée par une société, donc ma société. Celle des Vosges, je suis président d'association des entrepreneurs. Je me suis dit, la première table ronde de redémarrage de cette association, on va le faire sur la santé, parce qu'on va pouvoir amener à la fois des dirigeants, des salariés, des retraités, des jeunes, des moins jeunes, tout un ensemble, un panel de personnes, des collectivités, tout ça. Et on s'aperçoit que finalement, c'est très compliqué à mobiliser. On a fait une quarantaine de personnes. Pour le premier coup, Virginie de Step était en visio, donc c'est toujours compliqué quand on fait la visio d'arriver à trouver la captation du public et à échanger. L'a très bien fait sur la dernière réunion dans les Vosges. Le domaine de la santé, c'est hyper compliqué et surtout de faire passer un message. Ce que beaucoup n'ont pas compris, c'est de faire passer un message utile. Après, le commercial se fait de suite. Et à l'instant que vous allez trouver la captation, le partage, les gens forcément viendront vers vous. Mais ça, c'est compliqué à faire comprendre. Pardon. On se heurte avec Step à une problématique. Les dirigeants vont nous dire je veux pas qu'on fasse je veux pas faire un bilan des examens parce que j'ai peur qu'on me trouve quelque chose. Qu'est-ce que vous leur diriez sur cette partie dépistage précoce qui a changé la donne pour vous? Est-ce que c'est mieux de savoir tôt? Est-ce que c'est mieux de savoir alors que les choses se jouent déjà? Voilà. Qu'est-ce que vous diriez face à cette attitude des dirigeants qui est souvent, je veux pas savoir, ça va me faire peur, je veux pas qu'on cherche parce que quand on cherche, on trouve. Ce qu'on dirait, c'est une forme d'intelligence de s'intéresser et surtout à nous, parce qu'on parle toujours de la santé psychologique et à la santé physique. D'accord. Sauf que, moi, je suis pas qualifié là-dessus, mais l'un ne va pas sans l'autre. On va dire ça comme ça. Ça veut dire qu'aujourd'hui, si le physique ne fonctionne pas, le mental n'est pas là, et le mental va impacter sur le physique. Aujourd'hui, j'aurais tendance à dire, c'est une voiture, on fait un contrôle technique. Il faudrait faire pareil pour nous, d'accord.
Je prends le cas de mon cancer, juste pour citer, le dernier chir que j'ai vu à Nancy m'indiquait qu'il y avait un jeune de 27 ans ultra sportif, condition de, voilà, impacté par le même cancer. Donc aujourd'hui, ça ne touche pas les autres, ça ne touche pas que les autres, on va dire. Ça ne touche pas non plus que les seniors, hein, n'est-ce pas? Ça touche vraiment tout le monde. Effectivement, il faut pas tomber dans cette spirale aussi du bien-être, entre guillemets, comme on pourrait nous le vendre avec certains coachs, avec de l'alimentation, tout ça. C'est surtout le psychologique. C'est trouver son terrain d'équilibre. Mais surtout, le diagnostic, c'est le plus important parce que plus vous détectez un problème avant, plus ça sera facile de le traiter et surtout de passer les plaques. Voilà. Moi, je prends le cas, si ça aurait été traité peut-être 3, 4, 5 mois, je suis pas chirurgien ni chercheur, je ne sais pas, mais pour le coup, si ça aurait muté dans les muscles, tout ça, moi j'ai des amis du même âge que moi qui sont décédés de la même chose, hein, donc pas pour être compliqué. La problématique, c'est que, enfin, moi, ça a été détecté avant. Les autres, eux, ça a eu le temps de muter. Donc à partir de là, moi j'ai une chimio en intra, les autres ça va être une chimio classique, on va dire, voilà, qui est beaucoup plus dure, voilà, et qui finalement, enfin moi si je serais passé par là, ça aurait été, à mon avis, beaucoup plus compliqué pour moi. Voilà. C'est pour ça que je me dis que moi pour le coup, je m'en sors bien. J'espère que ça continue comme ça. Certains chirurgiens vous disent que c'est dans la tête aussi que tout se passe. Voilà. On vous parle souvent, bah, vous bassiner à enlever le sucre. Bah, je suis d'accord, hein, j'ai pas de théorie là-dessus, mais le sucre, les parties alimentaires. Sauf que le problème, c'est que vous êtes déjà dans une péripétie très compliquée. Si en plus vous y ajoutez une frustration, ça devient encore plus compliqué. Oui. Donc il faut trouver le juste milieu. Et surtout, j'aurais tendance à dire, il faut trouver le bon encadrement. Pas échanger avec les bonnes personnes, qui ont une capacité d'avoir une certaine prise de hauteur. Et il faut surtout s'instruire. Venir à une table ronde, c'est partager un bon moment, échanger, ne pas juger, comprendre et se dire, ben merde, ça pourrait me toucher moi demain. Ça se trouve, je sors de là, peut-être que oui, effectivement, j'ai mal au ventre. Ce serait peut-être bien de me faire diagnostiquer, quoi. Pour moi, il est important aussi de savoir quand la situation était là, comment vous avez fait face. Concrètement, le podcast Attitude vient des recherches du psychothérapeute Viktor Frankl. Viktor Frankl disait, dans la vie, c'est 10% de ce qui t'arrive et 90% de comment tu le prends. Donc, quelle est l'attitude de la personne face à la situation? Comment elle fait face à ce qui lui arrive? Donc, quelles ont été les ressources? Comment vous avez mobilisé les choses pour faire face? Comment vous l'avez pris et comment vous avez fait face? J'ai fait face, malheureusement, comme je disais tout à l'heure, d'être pris dans cette spirale et ce tunnel, j'ai pas été demander grand support à qui que ce soit, on va dire ça comme ça. Dans le problème de l'orientation, dans tout le parcours médical, les personnes qui vous accompagnent, même si on fait une demande, on vous dit que vous êtes médecin, enfin, vous êtes entrepreneur, il y a personne qui vous oriente vers les bonnes personnes. Donc la seule chose, c'est en face de vous, vous regardez, vous avez une vie de famille, vous avez des enfants, d'accord, vous avez une société, vous avez des obligations, des clients, et donc du coup, c'est ce que je disais tout à l'heure. Moi, je suis resté enfermé dans cette spirale à pas me plaindre et à faire, voilà, à encaisser en silence. Et c'est ce que je disais tout à l'heure. Le problème étant, la sentence elle est perverse parce que vous essayez toujours de rattraper le retard malheureusement que vous avez pris parce qu'au fur et à mesure, on a beau dire ce qu'on veut, mais quand vous êtes plus dans votre business, vous vous écartez du plan de business que vous avez donné à votre business, on va dire ça comme ça. Et c'est d'autant plus vrai que quand vous créez, on va dire, ça veut dire que quand vous n'avez pas structuré, vous n'avez pas un business qui roule et puis vous n'avez pas ce qu'on appelle l'homme clé qui va venir derrière tout ça, c'est très compliqué. Donc moi, comment j'ai agi, effectivement, face à la péripétie, il y a deux choses, hein, c'est soit on baisse les bras ou soit on fait face. Donc moi, c'est ce que j'ai fait face. Et je me suis, malheureusement, on reviendra en marche arrière, j'aurais pris plus de hauteur sur tout ça et me dire effectivement je vais demander de l'aide, regarder qu'est-ce qui existe, ne serait-ce que
voyez, ça fait 2 tables rondes où on fait intervenir des comptables pour justement expliquer comment on peut mettre en pause sa société ou quel modèle, enfin, on va dire quel levier on peut utiliser justement pour minorer, on va dire, cette double peine. On va dire voilà. Donc c'est d'ailleurs pour ça que dans les 2 tables rondes qui ont été faites, ou réalisées, et que j'aimerais en faire une troisième en début d'année, euh, c'est toujours dans le même principe, c'est de se dire, on va traiter le avant, le pendant et le après. Le avant, c'est tous les gens qui écoutent. Voilà. Enfin, bon, moi, on m'a jamais sensibilisé à ça, donc pour le coup, vous voyez, donc pour le coup, je n'ai pas pu écouter parce qu'on n'est jamais venu vers moi pour m'expliquer quoi que ce soit. On ne serait-ce que même de m'inviter sur un événement. Comme je dis toujours, on est toujours sollicité sur des événements qui sont toujours à partie bien-être, vous savez, voilà, faire du sport au travail, faire des choses, et ainsi de suite. Mais quand vous êtes seul face à votre société, moi aussi, j'aimerais bien refaire du sport, mais il y a la difficulté, voilà. Il y a la vraie vie, c'est ça la question, parce que c'est toujours bien d'avoir des conseils, mais enfin, quand on a la possibilité de faire, on le fait. Quand on peut pas, ben, on fait avec. Voilà. Et le pendant, bah ça c'est super important parce que c'est justement que ça soit un dirigeant, que ça soit enfin pour lui-même ou pour un salarié, mais c'est de dire bah là je vais l'aider ou je vais me faire aider. Voilà. Parce que pour passer cette période minorée, tant pis, j'ai pas anticipé, ben, on va faire avec, hein. Voilà. Et le après. Et j'aurais tendance à dire que le avant et le après sont les plus importants. Parce que le avant, bah, on anticipe tout, et on a assez de chance. Bon, on peut jamais tout anticiper à 100%, mais pour le coup, on peut mettre des jalons qui vont nous permettre d'avoir un plan A, B, C, D, voilà, pour un peu anticiper. Et puis le après, c'est comment je peux justement laisser ça derrière, parce que je peux vous dire que ça pèse comme un boulet, hein. Voilà, il faudrait essayer de le mettre derrière, mais c'est compliqué parce que ça revient toujours dans votre tête. Et d'autant plus quand vous êtes entrepreneur. Donc, mon discours, il n'est pas de dire que l'entrepreneur, il doit être plus à plaindre qu'un salarié. C'est pas mon objectif. Mais sauf que la différence, c'est que l'entrepreneur a une double charge. Et ça, malheureusement, ça, c'est le plus compliqué à faire comprendre. Moi, là où je vois sur les deux parcours, on peut pas faire une synthèse sur 2 histoires, on va dire c'est comme ça, sur 2 tables rondes. On a amené des personnes un peu différentes. Et ce qui est assez marrant, ben, j'aurais tendance, ma femme est étrangère, donc ça me permet de voir aussi d'autres mentalités. Chez nous, on est formaté un peu dans ce principe de case. C'est-à-dire que là, bah, les gens n'écoutent pas, tout de suite, ils catégorisent la chose. C'est-à-dire, ah ouais, oui, bah, je prends le cas par exemple de Virginie, on va dire, bah oui, mais elle essaye de vendre son programme auprès des dirigeants. Oui, ça c'est en soi, si tu as compris ce qu'elle a voulu exprimer, effectivement, tu as compris que bah, c'était le seul module qui existe en France à cette heure, donc très révolutionnaire, et que tu en as besoin, il faut falloir le prendre, voilà. Mais là où t'as pas compris, et ça c'est un peu dommage de ne pas l'avoir compris, c'est qu'elle a su transpirer, elle, une expérience. Pourquoi, comment elle en est arrivée à là et pourquoi elle s'investit à ça. Parce qu'elle est passée, elle veut partager aux gens. Effectivement, bah, elle n'a pas eu ce problème, mais elle a eu un autre problème qui a fait que. La mission de STEP est très claire. On Ah veut oui, rendre le système accessible et préventif à une population qui aujourd'hui est totalement oubliée, négligée par la société. Quand on est à son compte, il y a personne qui vient toquer. Bonjour, vous travaillez pas trop, vous êtes pas trop fatigué, on va vous faire des contrôles, on va vérifier si le médecin vous autorise à continuer comme ça, on va même vous donner de l'argent pour prendre le temps de vous occuper de tout, etc. Non, ça n'existe pas. Donc, ce que vous disiez tout à l'heure, et c'est très important, c'est que j'appelle à la responsabilité de chacun. Les dirigeants, on leur dit que notre programme est participatif, on facilite les choses, on améliore l'existant, mais on a besoin que chacun puisse être saisi de ce sujet d'anticipation, de contrôle, de suivi, d'information. Et donc, on ne fonctionne que avec une mission de service public et la participation des dirigeants. Pourquoi le dirigeant doit s'impliquer? Parce que d'abord, on n'a pas prévu de faire un financement par des mutuelles ou par l'État oui, pour
pour une question très simple, aujourd'hui, la logique financière du système actuel est extrêmement restrictive et perd très 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 souvent de vue l'intérêt du patient. Donc le fait de dire j'investis dans la prévention pour moi en tant que pionnier dans un système, c'est un acte sociétal, quoi, d'investissement sociétal pour changer les choses. Donc oui, Step est une entreprise privée. On ne peut pas payer pour les autres. Si les personnes ne participent pas au programme, il n'y aura pas de changement dans le système. Mais Non. notre positionnement est un positionnement d'abord de pédagogie, puisqu'il y a un gros programme de recherche scientifique. C'est un positionnement de mission sociale. Et la problématique, c'est que comme c'est nouveau et c'est différent, bah, on rentre dans aucune case. J'aurais tendance à dire il y a ça, et c'est un sujet, je prends le cas, je vais vous donner un autre exemple. On a organisé des événements avec ce qu'on appelle l'IA, d'accord, l'intelligence artificielle et la cybermalveillance. Intervention de la gendarmerie, donc on part sur des faits factuels, concrets, sérieux, qui touchent le commun des mortels, sa femme salariée, sa grand-mère, son enfant qui est avec un portable, et ainsi de suite, et ainsi de suite. D'accord? Euh, Comme c'est un sujet qui fait peur, on s'y intéresse pas. On tient ça comme ça. On préfère aller boire un after work, plus sympa, on va boire un coup, c'est rigolo, c'est sympa, et on va repousser. Ouais. Et je devrais tendance à dire que ça, c'est juste qu'un exemple. Là où moi je regrette sur la partie santé pour le voir, que je suis pas spécialisé dedans, mais que on va dire moi j'ai pas du tout d'intérêt, c'est ce que j'expliquais moi à mes membres, ça m'a un peu chagriné d'entendre ça parce que d'un côté, d'un côté vous avez une organisation, j'ai deux expériences, deux visions, on va dire partagées. Un, création d'un événement en tant que patron d'une société qui fait ce qu'on appelle du networking. Donc on pourrait entendre que cette table ronde a une vocation business. D'accord? On se dit, bah, lui, il est patron de networking, il est en train de faire sa capture de lead, il est en train d'organiser là-dessus sur le malheur des autres. Bon. Ce qui n'était pas du tout, du tout, du tout le cas. C'est une première analyse. Deuxième analyse, on se dit, bah, je vais demander à fédérer avec les autres parce que c'est un sujet important. Et tant soit peu, on en entend quand même parler à la télé, qu'aujourd'hui, nos générations, donc je sais pas où vous vous situez, mais on va dire là, entre 35 et 60 ans et 50 ans, on va dire, la quarantaine aujourd'hui, il y a quasiment un cancer enfin, une personne sur 10 qui est touchée par un cancer. Donc aujourd'hui, si ça, c'est pas parlant, vous prenez dans une salle, vous avez réuni 40 personnes, il y a 4 personnes qui ont le cancer là-dedans. Donc comme ça, on est tranquille. D'accord? Et on parle que du cancer. On parle pas des AVC, on parle pas de plein d'autres choses. On peut réanalyser, on se dit, bon, ok, on a amené 50 personnes, chaque organisme a essayé de tirer vers lui que c'est le plus beau, le plus intelligent et qu'il n'y a que eux qui ont compris. Voilà, on va l'organiser en tant qu'association. D'accord? On invite les élus. Là, on ouvre au commun des mortels parce qu'on se dit, bah, un salarié peut devenir un jeune créateur, donc il passera pas par la même connerie que moi. On va dire ça comme ça. Le problème, c'est que vous appelez des institutionnels, que ça soit dans la santé ou non, personne ne répond. Personne ne répond. Comme ça, c'est carré, voilà. Personne ne C'est répond. dans l'angle mort des préoccupations des institutionnels. Ça intéresse personne. Le problème, j'aurais tendance à dire, vous savez, on parle de greenwashing en environnement. Là, on pourrait faire un greenwashing, enfin un santé washing, on va dire ça comme ça, parce que ceux qui en parlent ont une vision. Moi, j'ai été invité dans certaines conférences. Je me suis dit, tiens, je vais aller quand même voir ailleurs. Le problème, c'est que c'est là pour le coup, on parle que business. Hein. Ah ouais, il faut venir avec mon coaching. Ça, il y a que moi, voilà, tout ci, tout ça. Il y a que moi qui arrive à te faire passer. Et ce qui est là où ça me gênait, c'est que nous, les événements, justement, et d'ailleurs dans le discours de Step et bien retransmis par Virginie, c'est qu'il y a plus un échange. La personne viendra vers vous pour prendre de l'information, de continuer et de personnaliser son. Voilà, c'est pas autour d'une table ronde qu'on personnalise son besoin. D'accord? Simplement, on est là pour donner développer de l'intérêt, essayer de trouver un intérêt qui va ouvrir des portes. Voilà, et donner. Peut-être qu'aujourd'hui on en entend parler, on n'est peut-être pas concerné.
ben peut-être que demain on sera concerné parce qu'on apprendra que notre voisin, notre copain aura ce problème et on se dira ah, mince tiens, est-ce que je n'irai pas voir Virginie? Pour le coup, je l'ai rencontrée il y a 6 mois dans une table ronde. Ça, c'est le plus important. Et donc, si je résume la partie avant, pendant et après, pour vous, le plus important, c'est de dire, bah, j'anticipe, je me Ça. renseigne, je fais attention. Et après coup, je gère comment? Parce que le pendant, tout le monde sait plus ou moins par où il faut passer, même si certains veulent pas y penser ou en parler. Donc la partie chimio, la partie soins, la partie Ben, traitement qui est violente quand même, et l'après. bah, l'après, moi, j'aurais tendance à dire, c'est pas le plus dur, mais pas loin, parce que le problème, c'est que vous reprenez le deuxième coup. Ça veut dire que là, pour le coup, vous redémarrez. Les gens vous disent, bon, ben, voilà, mais tout ce que vous avez mis, on va dire, en attente, hein, ben, il va falloir le traiter. Et c'est là où c'est plus compliqué. Et comme on est dans un système qui, bah, comme vous l'avez très bien dit, hein, je veux dire, aujourd'hui, s'il y a, par exemple, l'URSSAF, vous leur demandez pas d'attendre, hein. Que malade, pas malade, ils en ont rien à foutre, hein. C'est On terrible, va hein. dire C'est ça, terrible. voilà. Euh, donc, du coup, résultat des courses, c'est aussi de trouver des personnes qui vont anticiper, enfin, ou qui vont vous accompagner. Enfin, j'aurais tendance à dire, c'est de trouver les personnes qui répondent à vos besoins dans le niveau où vous êtes. Mm, Si vous avez la capacité d'anticiper, ben vous allez réfléchir le avant pour, euh, mm, pour anticiper. Si malheureusement vous n'avez pas eu le temps, ben vous êtes en plein dedans. Ben, c'est quand même d'avoir une personne qui va travailler votre pendant et le après. Ça, c'est mm. le plus intéressant parce que c'est ce qui, pour le coup, voilà. Et si vraiment vous avez trouvé personne comme moi, par exemple, ben, le après, c'est le plus important parce que c'est ce qui va, parce que là, du coup, vous pensez que vous allez vous pour éviter toute récidive, il faut être bien dans votre tête. D'accord? Donc là, si vous pouvez faire toutes les chimios du monde, je pense, hein, c'est que mon analyse, je suis pas médecin, vous pouvez faire toutes les chimios du monde, tout ça, si dans votre tête, vous avez, vous brassez du négatif et que, voilà, vous avez des chances, fortes chances de refaire des rechutes pour la simple raison, c'est que vous avez tellement une masse de stress qui est générée, qui est ça, votre corps, il va lâcher. S'il lâche pas sur ce que vous, pourquoi vous êtes arrêté, il lâchera pour autre chose, dans tous les cas. Voilà. Et, et c'est là où c'est le plus important, c'est d'arriver à trouver le. Je pense que le message, il est novateur pour le coup, parce que voilà. Mais c'est d'expliquer à tout le monde que finalement, on est tous égaux face à ça. Il n'y a pas de plus fort, il n'y a pas de plus faible. J'aurais tendance, les plus faibles, c'est ceux qui pensent être les plus forts. Donc, parce que voilà. Mais c'est vraiment d'ouvrir et une forme d'intelligence et se dire putain, c'est con, il m'arrive un pépin dans la vie. C'est deux solutions. Soit je plaque tout et ça, c'est la double peine. Ou soit, effectivement, je me bats. Et voilà. Moi, je vais vous donner une source de confidence, hein. Je veux dire, j'ai fait 2 projets, je suis président de société et je me suis retrouvé là pour quelques temps salarié à côté. Pour la simple raison, c'est qu'aujourd'hui, ben, j'arrive, enfin, ma société, il y a des choses qui sont pas rentrées des contrats. Et aujourd'hui, ben, l'URSSAF n'attend pas, donc elle paye. Donc ma société rentre ce que la part URSSAF, elle doit payer l'URSSAF. Sauf que moi, j'ai plus rien à mettre dans ma gamelle. Donc du coup, il faut que moi, je me nourrisse. Voilà. Donc du coup, je me retrouve à gérer 2 sociétés plus une vie salariée. Donc bah, c'est bien beau d'avoir des beaux discours, il faut dormir 7 heures par jour, il faut faire ci, il faut faire ça, il faut faire du sport. Bah oui, mais quand vous avez une vie de famille, quand vous avez d'autres problèmes, ben vous dormez moins. Le sport, on verra quand on malheureusement on aura le temps. C'est là où c'est le plus compliqué. C'est ce que je disais tout à l'heure. Le après, c'est la double peine. C'est que vous pensez passer une étape et finalement le tunnel il se reprolonge pas. Vous avez vu un peu le jour et hop là, vous êtes reparti. J'enseigne à l'université et mes étudiants me disent, Madame, on veut pas être à notre compte, on serait très mal couvert d'un point de vue santé. Est-ce que c'est vrai? Est-ce qu'on est vraiment très mal couvert? Alors, aujourd'hui, on est très mal couvert parce que le problème, et ça c'est typiquement français, c'est que le patron, on assimile le mot patron à du 440, donc à des gens qui sont, enfin, qui leur arrive un pépin, il n'y a pas de souci, hein. Voilà, je prends le cas, moi je suis en immobilier, je veux dire, quand vous avez 3, 4 investissements immobiliers, des loyers qui tombent tous les mois, vous avez, c'est comme à la retraite, vous avez déjà quelque chose qui tombe. D'accord. Là aujourd'hui, moi, je suis parti. Je vais vous donner une source de confidence, on va dire ça comme ça.
parce que je suis parti salarié dans l'assurance. Donc voilà. Donc aujourd'hui, je me retrouve à vendre de l'assurance, de la prévoyance, voilà, au-delà même de mon intérêt à faire du patrimonial. Mais pour le coup, voilà. Et il y a des sources de possibilités. Il faut se faire accompagner. C'est sûr, c'est pas donné non plus, mais faut se- c'est un bon accompagnement. Ça veut dire, c'est comment aujourd'hui moi je peux mettre en place des solutions qui vont me garantir de si demain il m'arrive un problème, de limiter. On va pas dire de tout faire, mais au moins de limiter. Et effectivement, oui, les jeunes le problème, c'est que parce que le discours est mal donné. Ça veut dire qu'aujourd'hui, effectivement, on est mal renseigné. Euh, tout est construit. Le modèle économique français est construit pour le salarié et pas pour l'entrepreneuriat. Donc, c'est soit effectivement vous vous démerdez tout seul, vous avez capacité à vous démerder tout seul, ou soit effectivement, bon bah, c'est plus compliqué, quoi. Est-ce que vous pourriez complètement abandonner l'entrepreneuriat pour des raisons de santé et dire je redeviens salarié? Ou est-ce que ça vous ferait très mal au cœur? Ah bah là, mais c'est la double peine. Moi, ma femme, elle me dit toujours, mais pourquoi t'arrêtes pas? Parce que aujourd'hui, j'ai pas tellement serré les dents. J'ai dit, je sais pas si tu vois le truc, c'est animer une réunion le matin, aller en chimio à midi. Il y a des gens qui ont des petits rhumes, qui se prennent un arrêt maladie. Moi, je suis pas un arrêt maladie, j'y vais, je suis à fond. Et même fatigué, j'y vais, quoi. Il n'y a pas de souci, quoi. Je dois répondre, je dois faire, il n'y a pas de souci, quoi. C'est comme ça, malheureusement, chacun n'est pas la même personne, personne ne réagit pareil aux mêmes, voilà, aux mêmes problématiques, mais j'aurais tendance à dire non, non, c'est le plus important, c'est d'aller au bout de son projet. Et on crée un projet, il faut le réussir. Après, c'est dommage d'en arriver là. Et ce que je retrouve moi problématique, c'est qu'effectivement, on vous accompagne pas, vous êtes volontaire, vous voulez faire des choses, et que tout ce process vient vous redonner encore une couche supplémentaire de coups, là. Dire, bah, tiens, t'es encore trop fort pour réussir, alors on va encore t'en donner encore un coup, parce que t'en as pas encore eu assez. Voilà. Et c'est ça qui est dommage. Et c'est vrai que pour le coup, bah, vous voyez, la CAF, tout ce système, moi, je suis en ALD, par exemple. Vous voyez? Oui, ça veut dire quelque chose, oui, au niveau de la sécurité sociale, mais ça veut rien dire même pour avoir des allègements fiscaux, enfin, des allègements de charges et ainsi de suite. Quand vous êtes patron entrepreneur, vous pouvez vous gratter, quoi. En guise de conclusion, qu'est-ce Oui, qui vous fait garder un peu d'énergie, le moral? C'est quoi vos les enfants. tips? Le big why. Le big why, ça veut dire le pourquoi j'ai créé ma propre ma structure. Moi, aujourd'hui, j'ai un cap. Tant pis, c'est compliqué à l'avoir, mais on va le réussir. Voilà. Et puis, effectivement, comme sur les formations américaines, il faut trouver son why, son big why, le pourquoi, pourquoi on fait ça. Et moi, effectivement, ben, moi, c'est ma vie, mes enfants, quoi. Voilà, quand on a moi, j'ai une fille de 5 et un enfant de 10. Je peux me dire qu'aujourd'hui, j'ai pas le droit à l'erreur, j'ai pas le droit de flancher, et c'est pour eux que, enfin, j'ai pas le droit de m'apitoyer, quoi. Je dois être là, je dois réussir, et il n'y a pas le choix. Merci pour cette force, cette Merci. résilience, ce partage. Le dirigeant se croit souvent invincible, se croit pas touché par les problématiques des autres, alors que rien n'est prévu pour lui, il doit anticiper encore plus. On est là pour l'accompagner, au moins pour lui rendre plus simple les choses au quotidien. C'est-à-dire qu'il renonce à consulter parce que c'est chronophage et c'est complexe. Nous, on leur rend les choses simples. Donc, on va rendre le système beaucoup plus accessible et beaucoup plus préventif. Par contre, on se heurte parfois à des problématiques d'éducation où le dirigeant a les moyens, veut bien faire, mais est un peu dérangé par le fait de dire bah on verra quand on aura un problème. Là, j'ai pas de Mm. problème. Oui, mais quand vous aurez un problème, ce sera plus difficile. Je suis persuadée qu'en urgence, on est moins bien soigné que quand on anticipe et quand on est en prévention. Donc c'est la raison d'être de STEP et je vous remercie encore une fois pour ce témoignage. J'espère qu'il servira à d'autres personnes à se renseigner, à ne pas avoir peur de consulter parce que les conséquences sont moins graves et on peut même parfois avoir un traitement plus léger.
On peut avoir même la possibilité d'anticiper financièrement. Enfin, beaucoup de choses sont possibles quand on sait tôt, quand on agit et quand on ne fait pas l'autruche. C'est ça. Et c'est ce que vous avez fait, donc merci pour ce partage.